Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTN en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 22 mars. À la une de cette édition, le grand débat national entre dans sa seconde phase à Mayotte. Aujourd'hui et demain se tient au lycée Nord de Kaweni la conférence citoyenne régionale. L'occasion pour les participants d'échanger autour des 4 thèmes du grand débat afin d'en ressortir des propositions argumentées. L'ouverture de cette conférence a été présidée par le préfet et le sous-préfet. Ces derniers ont ensuite laissé la place aux citoyens lambda venus nombreux. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Programmée ce vendredi 22 et ce samedi 23 mars, la conférence citoyenne régionale est un atelier participatif qui se déroulera sur une journée et demie. Issus des citoyens tirés au sort, les participants partageront leurs attentes et leurs diagnostics sur les 4 thèmes du grand débat national. Ils délibéreront ensuite entre eux avant d'élaborer collectivement des propositions argumentées. C'est la dernière phase du grand débat à Mayotte, c'est-à-dire que c'est la conférence régionale citoyenne qui est mise en place, où donc on a, suite à un appel à candidature, sélectionné 20 candidats, puisqu'on avait pour objectif d'en sélectionner un homme et une femme par commune. Donc là on a sélectionné 20 candidats pour pouvoir participer à ce débat-là, donc avec des groupes de 4-5 personnes qui vont travailler sur les thèmes principaux, mais aussi pouvoir travailler sur l'ensemble des sujets qu'ils voudront. Organisés au sein du lycée du Nord de Kaweni, les représentants des communes de l'île ont pu prendre place pour remplir les 4 questionnaires du grand débat national. Ils vont ainsi débattre de ces 4 thèmes sous la direction des animateurs et avec l'aide de facilitateurs pour les aider en cas de difficulté sur certaines questions. Nous avons été nommés, mon collègue et moi, comme personne appui au grand débat national. Donc notre rôle consiste principalement à servir de point ressource pour les citoyens qui auraient donc des questions un peu plus techniques pour pouvoir alimenter justement les débats, faire des propositions. Donc voilà, faire référence à certaines politiques publiques ou certains dispositifs. Notre rôle est vraiment de les conseiller et d'apporter tous les points et précisions dont ils auraient effectivement besoin. Seule la commune de Sada n'est pas représentée lors de ce débat par manque de volontaires. Les sessions se dérouleront jusqu'à demain après-midi. Le temps pour les participants d'aborder tous les thèmes sans précipitation et d'argumenter leurs propositions. On poursuit ce journal avec le dernier jour de visite du délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Olivier Noblecourt quitte le territoire après 3 jours riches en rencontres. Le ministre a pu constater par lui-même l'omniprésence de la pauvreté à Mayotte. Il promet ainsi que l'État va mettre les moyens afin d'inverser la tendance dans les prochaines années. Et si pour l'heure aucun chiffre n'a été dévoilé, le président de la République devrait signer de gros chèques en juin prochain. Au montage, Leslie Vieumenet. Olivier Noblecourt a pu mettre des images sur des mots, les images du département le plus pauvre de France, un territoire où 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, le défi est immense, mais le rattrapage est possible à certaines conditions. Mayotte est pauvre d'abord parce qu'elle souffre d'un déficit de développement ancien qu'on va rattraper avec des efforts dans les infrastructures, avec des investissements dans l'éducation, des investissements dans l'économie, des investissements dans les transports. Il y a un retard de développement considérable qu'il faut ici combler. Donc c'est la machine à remonter le temps dont vous parliez tout à l'heure. Donc bien sûr, il faut regarder vers l'avenir et il faut investir. Il y a un autre sujet et c'est la priorité de l'État que le préfet rappelle en permanence, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir ici si on n'a pas une lutte ferme contre l'immigration clandestine. Si la lutte contre l'immigration est une priorité pour l'État, Olivier Noblecourt souhaite également travailler sur la prévention, sur la petite enfance, sur le soutien aux parents et aux associations. Le tout passe par la création de structures et donc par des investissements massifs à Mayotte. Là, par exemple, avec les départements, on va rajouter entre 500 000 et 1 million d'euros tout de suite sur que de la marge de manœuvre et que sur des politiques d'accompagnement. Donc sur des structures, sur des postes supplémentaires. Et on va en faire au moins autant du côté de l'État en propre. Après, il y a des moyens supplémentaires par la Caisse de sécurité sociale. Il y a des moyens supplémentaires par Pôle emploi. Il y a des moyens supplémentaires sur toute la partie insertion. Donc bien sûr que oui. Vous savez, le montant total de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est 8,5 milliards et on va d'abord les concentrer sur 4 ans. Donc ça va monter en charge ces prochaines années. C'est pour ça que une partie des crédits vont être fléchés en fonction de ce que les acteurs nous ont dit. C'est pas du bidon si 150 personnes ont bossé pendant des mois pour préparer les temps qu'on a eu hier matin et s'ils étaient réunis hier. C'est parce que derrière, l'État va définir des priorités avec les associations, avec les collectivités et mettre des moyens en face. Et je le dis, et le président l'a dit à plusieurs reprises, il faudra être très ambitieux pour des territoires, en effet, qui sont parmi les plus fragiles, mais aussi qui sont une partie de l'avenir de notre République, au regard de cette jeunesse. Après ces 3 jours passés sur le territoire, Olivier Noblecourt va rendre compte de ce qu'il a vu.
Il repart avec la détermination de faire bouger les lignes. D'abord, je vais rendre compte en effet de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait à mes autorités, aux différents ministres concernés, au cabinet du président de la République et du Premier ministre. Et je vais dire quelles sont selon nous les premières urgences. J'ai, avant mon départ cet après-midi, évidemment un temps de débriefing avec monsieur le préfet et l'ensemble des services. J'ai commencé avec eux, je termine avec eux. Je reviens évidemment dans quelques mois. Je vais venir plusieurs fois par an à Mayotte pour travailler avec les acteurs et suivre l'évolution. Mais on ne suivra pas de Paris, hein. Le responsable au nom de l'État de tout cela, c'est monsieur le préfet. Et donc, c'est sous son autorité que la stratégie va être mise en œuvre, qu'elle va être négociée avec les acteurs associatifs, les collectivités. Donc, c'est évidemment par lui que tout passe. Moi, je vais venir simplement à intervalles réguliers pour m'assurer de la bonne mise en œuvre, pour voir avec les acteurs du territoire comment on avance, pour rendre compte. Vous allez faire un chantier, en quelque sorte. Mais évidemment. Mais évidemment. Et vous savez, il y a une chose à laquelle le président est très attaché, c'est qu'on parle pas en l'air, qu'on arrête les grands blablas et les discours, les gens n'y croient plus. Un président de la République qui sera en visite à Mayotte en juin prochain. Et nul doute que la lutte contre la pauvreté sera au cœur des annonces d'Emmanuel Macron. Parlons de choses qui fâchent dans votre 19h. Demain, l'Amphidrome Paulet va accueillir la dictée Bollé. 160 personnes sont attendues pour participer à ce grand concours qui permet à chacun de se tester sur son niveau en orthographe et en grammaire. Même si pour les organisateurs, l'objectif est avant tout de célébrer la langue française et non pas de juger les participants. En effet, cet exercice a de tout temps prouvé son caractère impitoyable. Écoutons plutôt Kemal Mustafa lors de la matinale de Coésie. Il y a eu des lauréats, mais encore une fois, le but c'est absolument pas de relever la faute. Le but c'est, en tout cas dans notre démarche, notre intention c'est de dédramatiser, de décomplexer les gens vis-à-vis de cet exercice qui dans l'esprit est considéré comme un exercice rattaché ou réservé à une élite, ce qui n'est pas du tout le cas. Justement, nous, on est à la 5e édition. Le but, c'est de donner d'ouvrir cette dictée-là, d'intéresser. Et puis, généralement, ceux qui viennent savent très bien que c'est, en tout cas maintenant, ils savent très bien que c'est pas du tout pour la faute. Ils viennent pour célébrer la langue. Ça veut dire quoi, Kemal? Ça veut dire que c'est pas grave si on n'est pas bon en orthographe, on peut quand même venir à cette dictée? Complètement. J'ai eu l'occasion de le dire. Il y a eu une dictée au 19e siècle qui a été commandée par l'impératrice Eugénie. Cette dictée a été commandée auprès de Prosper Mérimée, on l'appelle la dictée de Mérimée. Il y avait donc Napoléon III qui avait fait 62 fautes, l'impératrice qui avait fait 45 fautes, et Alexandre Dumas fils, le fils de l'écrivain, qui avait fait 24 fautes. C'est vous dire que même les élites prennent du plaisir à se confronter à l'exercice de la langue qui est parfois cruel, c'est vrai, mais nous avons une belle langue. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Alexandre Questelot, le directeur du pôle développement économique à la CCI. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour évoquer la création d'un cluster régional par les professionnels des huiles essentielles et des produits cosmétiques naturels. Ma première question, qu'est-ce qu'un cluster d'entreprise ? Alors un cluster d'entreprise, c'est un regroupement de partenaires en fait, où vous avez notamment des gens qui sont aussi dans la recherche, aussi en général, et ce groupement se fait en vue d'un projet, en vue d'un marché en fait qu'on cible particulièrement. Donc par exemple, celui qui a été créé à Mayotte, il est parti en fait de plusieurs partenaires qui avaient un objectif qui était la transformation cosmétique des huiles essentielles, en particulier d'ylang chez nous, et qui se sont mis ensemble justement parce qu'ils amenaient chacun leurs compétences, leurs projets. Donc là, par exemple, on a à la fois des gens qui font de la recherche et développement, on a le CUFR par exemple qui est membre en fait de ce cluster, et d'autres partenaires en fait. Vous avez Mado, vous avez Asman, Terre de Rose, parce qu'ils avaient besoin d'avoir accès en fait, si vous voulez, à ce savoir-faire dans la transformation des huiles essentielles et de se mettre ensemble pour réfléchir sur des projets comme l'acquisition d'un espace pour la transformation et surtout avoir la possibilité de se connecter avec d'autres opérateurs, d'autres territoires, parce qu'il faut savoir que dans le cluster de Mayotte, nous avons un cluster qui est de Madagascar, qui est membre en fait du cluster de Mayotte. C'est ça, parce que l'idée c'est d'avoir un cluster régional. Alors un cluster est à la fois la notion de compétition, mais aussi de coopération. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont être concurrents en fait dans leur domaine, mais qui se mettent ensemble parce qu'ils ont besoin de regrouper des compétences, ils ont besoin de regrouper des moyens. Et dans notre contexte à Mayotte, on est sur des territoires petits, c'est très intéressant de mutualiser ces éléments-là. Pour conquérir des marchés. Voilà, pour conquérir de nouveaux marchés. Voilà. Et après, on peut le faire aussi
au niveau régional. Et dans ce cadre-là, il y a si vous voulez, un programme qui est financé par l'Agence française de développement au niveau de l'océan Indien, qui est géré par l'Union des chambres de commerce de l'océan Indien, l'UCCOI, qui a été présidé par la CCI récemment, de Mayotte. Et on a eu un premier atelier cluster qui a regroupé plein d'opérateurs avec des initiatives cluster, c'était en janvier l'année dernière. Et parmi ces initiatives, il y en a une qui est émergée sur un cluster régional océan Indien, qui est centré sur l'huile essentielle et cosmétique, avec des membres qui viennent des différents territoires de l'océan Indien, que ce soit des Seychelles, de Madagascar, des Comores, de Mayotte et aussi de la Réunion. Jusqu'alors, c'est vrai qu'on était plutôt sur de la coopération régionale dans des domaines comme le tourisme, le numérique aussi. Là, on voit que ça peut aussi être fait dans d'autres secteurs d'activité. C'est pas réservé à ces deux secteurs. Ah oui, en fait, si vous voulez, il y a plein de domaines où on peut travailler ces éléments-là. On travaille actuellement sur un cluster maritime aussi, entre Majunga et Mayotte aussi. Donc, il y a pas mal de domaines où on peut le mettre en place. Et c'est quelque chose qui, alors même si c'est pas toujours évident parce qu'on est sur des îles, on est sur des territoires différents, c'est quelque chose qui est très très pertinent dans notre contexte à nous, où on est sur des petites économies qui ont besoin de se mettre ensemble en fait pour faire un peu une taille critique si vous voulez et faire bénéficier en fait des savoir-faire, des atouts de chacun sur les différentes étapes de la chaîne de valeur. Depuis de nombreuses années, on se demande quels sont les atouts de Mayotte. Là, c'en est un. Ah oui. Les huiles essentielles, tout l'Ilang, c'est aussi de la relance en fait finalement d'une filière. C'est aussi ça derrière. Alors nous, on va plutôt, si vous voulez, travailler la partie haute en fait de la chaîne de valeur, parce qu'on va plutôt être sur la distribution et après sur certains aspects sur la R&D. Après, il y a d'autres opérateurs qui travaillent sur l'accompagnement de la relance de la filière Ilang ici. Donc c'est très complémentaire, si vous voulez, comme action. Et après, derrière, ce qui est très très intéressant aussi, si vous voulez, c'est que dans les autres territoires, ils ont vraiment valorisé en fait le savoir-faire maorais et aussi ces compétences qu'on a sur la commercialisation, le réseau, le travail sur la R&D, qui sont très complémentaires d'autres territoires comme les Comores ou Madagascar notamment. C'est-à-dire qu'on peut par exemple réfléchir concrètement à avoir une production qui va être faite aux Comores, mais qui ensuite va être transformée à Mayotte ou inversement, voilà. D'où une recherche notamment de foncier. Peut-être qu'aux Comores, ça serait plus simple qu'à Mayotte. En fait, chacun travaille sur ses complémentarités. C'est-à-dire que à Madagascar, évidemment, il y a du foncier, il y a un savoir-faire artisanal, si vous voulez, sur la transformation des huiles essentielles en cosmétiques. Nous, on va avoir une plus grande connexion sur tout ce qui est marketing, distribution, vous voyez avec le groupe Mado par exemple. Sur la R&D, voilà, avec Faoulia, parce qu'on a des jeunes chercheurs à Mayotte qui travaillent sur ces problématiques-là. Donc c'est assez complémentaire, sachant que au niveau de la production, on sait que si on rentre sur des cycles de production assez importantes au niveau de la cosmétique, on aura aussi besoin de s'approvisionner de façon complémentaire à la production mahoraise sur ces éléments au niveau de l'huile essentielle notamment. Alors pour ce faire, il y a une plateforme qui a été créée. Voilà. Comment ça fonctionne ce type de Alors globalement, d'outil? sur un cluster régional, c'est le premier cluster, alors à part les îles Vanille, qui est né aussi grâce à l'UCCOI il y a quelques années. Ce cluster-là, en fait, on travaille, si vous voulez, chacun sur la chaîne de valeur avec nos complémentarités, avec des zones de responsabilité en fait où on travaille aussi pour les autres. Et donc, à partir de là, après, on essaye de construire pas à pas. Enfin, si vous voulez, chacun travaille sur son cluster, sur son territoire, et après, on travaille sur ce qu'on met en relation avec les autres. Alors, effectivement, la CCOI et l'UICCOI expliquent dans un communiqué tout récent qu'il faut aussi que les pouvoirs publics, que les pouvoirs politiques des îles de l'océan Indien se joignent à ça. Vous avez l'impression qu'il y a cette volonté en tout cas à Mayotte? Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est très soutenus. Alors déjà, il faut rappeler que ce programme, il est financé par l'Agence française de développement pour tout l'océan Indien. Donc ça a été un moment très important, la présidence mahoraise aussi, parce que ça a montré que Mayotte était tout à fait capable de gérer un très très gros projet AFD, de gérer une équipe à distance à Maurice, depuis Mayotte, et de mettre en relation aussi tout le monde, parce que tout le monde a, je pense, a apprécié cette dimension un peu multilatérale qu'amène Mayotte en fait aussi sur certains aspects. Et après, on travaille aussi naturellement en lien très étroit avec le conseil départemental, ce qui nous soutient aussi sur cette stratégie de coopération économique aussi qu'on a avec les différents territoires. Donc ça, c'est des points qui sont importants et c'est des points qui nous permettent d'avancer sur ces différents projets-là. Ça fait des années qu'on parle de coopération régionale. On a l'impression que ça avance pas. Là, ce sont ces projets-là qui montrent que si, ça avance. Ouais. Notamment dans finalement ce qui est peut-être plus important, à savoir le développement économique régional. C'est par là que ça doit passer. Là, globalement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un des points qui est vraiment déterminant. En fait, on se rend compte de la place, en fait, de la crédibilité qu'il y a, si vous voulez, elle passe par les projets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des situations où chacun apporte,
globalement, il y a vraiment cette dimension de coopération régionale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mésententes effectivement politiques, géopolitiques, mais là, on est sur du développement économique et là, ça peut fonctionner. Ah oui, on est sur du business. Donc, si vous voulez, nous, indépendamment du contexte, je veux dire, la présidence de Mayotte, elle a eu lieu, je veux dire, voilà, avec l'État qui a des relations. Je veux dire, même, on parle des fois de relations avec au niveau de la COI. Ça s'est très très bien passé pendant cette période-là. Donc, ça montre bien que quand on est sur de la coopération par les projets, globalement, ça passe bien. Tout le monde trouve son intérêt. Et je pense, si vous voulez, Mayotte aussi sur cette partie économique, a aussi assis sa crédibilité sur sa capacité à monter des projets qui rassemblent tout le monde sur des choses opérationnelles. Ça a été sur les jeunes entrepreneurs, ça a été sur les déchets, ça a été sur différentes thématiques qui continuent actuellement aussi, parce que du coup, ça nous permet aussi de recevoir l'océan Indien aussi à Mayotte sur ces projets-là. Donc ça, c'était important. Et c'est vrai que le premier atelier cluster qui a eu lieu l'année dernière, qui a rassemblé ces personnes-là, ça a été aussi un point important justement pour avancer par les projets sur la coopération régionale. C'est quoi la prochaine étape? S'attaquer aux marchés internationaux? Alors, là, globalement, déjà, ça va être de bien poser les choses au niveau de la chaîne de valeur, nous, de bien structurer le cluster ici, de bien travailler sur ce qu'on veut mutualiser, en fait, en termes de production. Il y a déjà des contacts avec l'international aussi, mais aussi avec la France, avec les grands groupes qui sont structurés sur des grands groupements cosmétiques, notamment, et on a des clusters à Madagascar qui travaillent très régulièrement avec eux. Et ça, c'est important parce que c'est aussi pour valoriser, si vous voulez, collectivement les huiles essentielles dans l'océan Indien. Parce qu'on est aussi dans un environnement où il y a une compétition mondiale. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que les gens ont bien compris dans les différents clusters aussi. C'est que quand on est ensemble, quand on travaille collectivement, quand on mutualise, ça permet de valoriser des compétences et d'avancer ensemble. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté notre invitation. On va suivre, parce que c'est un beau projet, on va suivre un peu comment ça va se développer. Mais voilà, ça montre qu'il y a de l'espoir et que la coopération régionale, ça peut fonctionner. Ça marche vraiment. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté notre invitation. Une formation pour la loi Asile et Immigration, les cas de fièvre de la vallée du Rift qui augmentent, ou encore les emplois francs expérimentés à Mayotte. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 22 mars. La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif réduit les délais d'examen des demandes d'asile. Elle doit également permettre de mieux accueillir et orienter géographiquement les demandeurs d'asile, tout en assurant un meilleur contrôle sur les procédures de retour. À Mayotte, cette loi modifie également les conditions d'acquisition de la nationalité française. À ce titre, le Centre national de la fonction publique territoriale de Mayotte organise une journée d'actualité sur la loi Asile et Immigration. Cette journée aura lieu le mercredi 27 mars 2019 de 8h30 à 16h dans l'hémicycle Younoussa Bamana au conseil départemental. Ce rendez-vous doit permettre aux participants d'avoir le même niveau d'information sur les enjeux à prendre en compte, notamment sur Mayotte, dans le cadre de leur pratique professionnelle. Pour participer, tous les officiers et agents d'état civil des collectivités de Mayotte peuvent s'inscrire en ligne sur le site du CNFPT. La circulation de la fièvre de la vallée du Rift se poursuit à Mayotte. Maladie animale d'origine virale, elle peut se transmettre à l'homme. Durant la semaine écoulée, 15 nouveaux foyers animaux et 6 nouveaux cas humains ont été signalés, soit un total de 75 foyers animaux et 107 cas humains depuis la survenue des premiers cas fin novembre 2018. Dans ce contexte épidémique, la préfecture de Mayotte, en collaboration avec l'ARS Océan Indien et la DAF, rappelle l'importance des mesures de prévention pour se protéger de la maladie. Elle consiste notamment à se protéger des piqûres de moustiques en éliminant les gîtes larvaires et en utilisant des moustiquaires et des produits répulsifs. En cas d'apparition de symptômes, à savoir une fièvre supérieure à 39 degrés, des douleurs musculaires et ou articulaires, des maux de tête et une fatigue intense, consultez immédiatement votre médecin traitant. Les emplois francs ont pour objectif d'insérer les jeunes des quartiers populaires dans le monde du travail. Son principe est d'apporter une aide financière aux employeurs qui embauchent des jeunes venant de zones défavorisées en termes d'emploi. Le gouvernement a décidé d'étendre dès le mois d'avril 2019 les territoires d'expérimentation. Le nouveau périmètre géographique du dispositif inclut désormais l'ensemble des quartiers prioritaires des départements et régions d'outre-mer. En pratique, une entreprise ou une association, où qu'elle soit située sur le territoire national, embauchant un demandeur d'emploi habitant en quartier prioritaire, bénéficie d'une prime pour l'embauche en CDI à hauteur de 5 000 € par an sur 3 ans ou en CDD de plus de 6 mois à hauteur de 2 500 € par an sur 2 ans.
Au 10 mars 2019, 5699 demandes avaient été déposées et 4544 acceptées. 82% des contrats signés sont des CDI, 87% avec des entreprises de toute taille et de tout secteur et 13% avec des associations. Dans un cas sur deux, le bénéficiaire travaille en dehors du quartier où il vit. La ministre des Outre-mer Annick Girardin s'est félicitée que l'ensemble des départements et régions d'Outre-mer soient intégrés à cette expérimentation. On termine cette édition avec l'UICFDT qui organisait ce matin un séminaire portant sur l'emploi des personnes en situation de handicap à Mayotte. Objectif, permettre d'informer et d'orienter les acteurs concernés par l'accompagnement et la prise en charge de ce public encore trop souvent exclu socialement et professionnellement. Alors quelles solutions se présentent à ceux désirant bénéficier d'une prise en charge dans le cadre de l'exercice de leur travail? De quels aménagements parle-t-on et quelles autres initiatives existent sur le territoire pour fédérer la population autour des questions de handicap? Marion Tellier tente de répondre à ces questions. L'application de la loi Avenir professionnel et obligation d'emploi des travailleurs handicapés devrait d'ici 2022 permettre à près de 300 travailleurs en situation de handicap d'accéder à l'emploi. Ils devraient ainsi représenter 6% des effectifs d'une entreprise de plus de 20 employés contre 2% actuellement. Pour répondre à cette accélération sur l'emploi des personnes en situation de handicap, des aides existent et peuvent d'ores et déjà permettre d'anticiper et faciliter ces changements. Ce matin, l'IU-CFDT Mayotte organisait un séminaire visant notamment à informer les acteurs concernés par l'accompagnement des personnes en situation de handicap sur ce qui existe en matière de prise en charge. Nous sommes là pour indiquer aux gens les différentes structures qui seront susceptibles de les aider. Voilà, nous ne sommes pas une structure aidante à titre officiel. Nous sommes là pour les formations, leur indiquer qu'il y a une MDPH maintenant à Mayotte depuis 2016, qu'ils peuvent se rapprocher de la médecine du travail, du Médétram pour commencer les démarches, les différentes démarches. Et puis, voilà, leur expliquer, leur exposer les différentes aides proposées par la GFIP, qui se complètent aux aides déjà existantes de droit commun. Ces aides sont toutefois souvent méconnues des personnes qui pourraient en bénéficier. Aujourd'hui, près de 1200 adultes auraient un handicap et n'auraient pas procédé aux démarches pour le faire reconnaître. Un constat qui témoigne de la nécessité d'attirer l'attention de la population sur le handicap et de lui permettre de se détacher du tabou dont il souffre encore aujourd'hui. Cet objectif, l'association Handicapable en a fait son fer de lance. Pour la deuxième année consécutive, elle organise un tour de Mayotte en fauteuil roulant. C'est un moyen permettant aux gens qui sont touchés par le problème d'handicap de sortir et puis d'aller découvrir beaucoup d'autres choses. Et c'est pour cette raison que nous tous, les personnes valides, nous devons donner de notre temps également pour montrer à ces personnes qui sont touchées par ce problème d'handicap qu'ils ne sont pas marginales. L'événement a débuté vendredi dernier. L'arrivée est programmée vendredi prochain à Amjago. Il représente un symbole fort de lutte contre l'exclusion sociale comme professionnelle des personnes en situation de handicap sur l'ensemble de l'île. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h en direct sur KTV pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.